Pour vivre avec cette complexité et lutter contre ces fragilités inhérentes, la démocratie s'adresse aux individualités qui constituent le socle de la citoyenneté, car il n'y a pas de citoyenneté sans individualité. Or, cette démocratie a été fondée sur le monde du semblable, qui se manifeste par le compassionnel, Tocqueville aurait dit par la pitié. N'oublions pas qu'à la Révolution française, Olympe de Gouges inscrit le féminin en politique en féminisant les droits de l'homme. Elle donne ainsi à la liberté, en d'autres termes, à la singularité, tout autant de valeur qu'à l'égalité. Dans cette continuité, le rapport individuel, c'est-à-dire singulier, n'est donc pas conçu de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Plus encore, leur mise en rapport avec la part de féminin et de masculin à eux et dans le social est bien différente. Il en est de même pour le sensible. Le corps propre et son rapport au social a un rôle prépondérant et avec lui l'émotion, l'affect, les sentiments font que le sensible est aussi sexué. Nous envisagerons donc le sensible croisement du politique à travers l'un des vertex du féminin, celui de la faille et de la fragilité. Ce féminin sera mis en dialogue avec le masculin dont le sensible sera le vecteur étayé sur le corps propre et le lien social. L'opposition masculin-féminin a longtemps structuré la société patriarcale qui s'est arc-boutée sur le masculin. Il est vrai qu'en Occident, tous les pouvoirs ont été donnés à l'homme, bien sûr, sauf celui d'enfanter. Il est vrai aussi que toute société hiérarchise le masculin et le féminin, et ceci en dépit du travail critique et des avancées faites de tout temps par les femmes. Au siècle dernier, ce travail critique a été réalisé avec plus de force et il est alors devenu plus opérant avec les avancées de la démocratie. Sortir l'être humain de son enfermement, d'une posture monolithique phallique, mieux encore d'un monisme, c'est prendre conscience de soi, de l'autre et du monde, c'est retrouver l'élan de connaissance par ses capacités de perception du réel et ses possibilités de le penser. Il s'agit de faire vivre le féminin, bien sûr sa fragilité, sa faille, mais aussi sa division, avec la présence du masculin, son contraire, non uniquement dans le clivage, mais dans la dialectique. Alors c'est une longue histoire de l'homme et de la femme qui ne se réduira pas uniquement à des relations de pouvoir entre phallus et castration. Avec le néolibéralisme, le sensible peut aussi devenir un enjeu entre le féminin et le masculin, car le système social semble s'être organisé autour de la norme virile, norme dans ce qu'elle a souvent de plus violent, jusqu'à l'impunité. L'actualité est venue nous le rendre visible. L'emprise, le harcèlement sont des rapports de force et de domination. La domination masculine s'est installée dans l'esprit et dans les mœurs depuis la nuit des temps et elle participe ainsi à la subjectivité. Cependant, la part de féminin est autant à considérer chez l'homme que chez la femme et il en est de même pour la part de masculin en chacun. Toutefois, féminin et masculin ne s'expriment pas de la même façon chez l'un comme chez l'autre. Alors, plusieurs questions s'invitent à notre réflexion. L'affect, le phallus, la jouissance et le corps vont influencer le sensible dans la relation homme-femme et dans leur mise en rapport au masculin et au féminin. Dans le social, Pierre Bourdieu écrit que le privilège du phallique réside dans le privilège du masculin et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. Quant à Michel Foucault, il précise que le discours phallocrate est un discours construit sur l'exclusion des femmes, sorcières, possédées, mystiques
ou hystérique. Le partage se fait, les religions en témoignent, entre l'homme, bien sûr tenant du logo et du signifiant, et la femme, toujours perçue selon Lacan du côté de la surnature. Les mystiques vont pousser très loin la question du féminin. Nous l'avons approché avec l'ouvrage de Julia Kristeva, Thérèse mon amour. Thérèse d'Avila, dit Julia Kristeva, est une femme sans frontières. Corps physique, érotique, hystérique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui se défait, en soi, hors de soi. Ces mystiques éclairent un féminin et un être-mère qui transmettent les espaces de la vie intérieure, les moments de passage avec l'extériorité, le groupe, la création, par leur capacité d'aimer, mais aussi un masculin qui se réalise dans l'acte de fondation. A contrario, d'autres mystiques sont allés le plus loin possible aux limites de l'impensable. Ces femmes ont été tenues pour folles, aventurières, rebelles, telles que Georges Zimra le précise dans son ouvrage « Les pouvoirs de l'excès ». Ces femmes ont voulu vivre leur singularité poussée à l'extrême, le féminin pur, en rencontrant ainsi la cruauté d'un soi triomphant aux limites de l'objet. Dès l'origine de la vie psychique du sujet, Winnicott distingue l'être du faire. Autrement dit, il nomme un élément féminin pur, celui qui soutient l'être, être le saint, alors subjectivation de l'objet, et un élément masculin pur, celui qui soutient le faire, objectivation de l'objet. Ces éléments prépulsionnels sont accueillis par le corps maternel, d'où viendra la pulsionnalité de l'enfant. Il incombe que cette alternance être et faire puisse permettre de différencier le féminin érotique du maternel, afin que la sexualité ne se confonde pas avec le corps maternel. Quant au masculin pur, nous l'avons approché avec l'ouvrage de Klaus Tevleit, Fantasmagorie. Le musellement émotionnel des hommes tient au fait qu'au plaisir, seules les femmes peuvent s'adonner. C'est pour cela que le nazisme en a fait des putes et des vénériennes. Quant à la femme nazie, elle est gardienne du sang et de la race. Tevleit met en jour la perception altérée que les hommes fascistes, dans une organisation militaire et corps francs, se font de la réalité en allant aussi loin que possible dans l'approche d'un masculin cuirassé, éloigné de tout ressenti, pour comprendre ces hommes. Alors l'auteur va au-delà de la pensée phallique en approfondissant la pensée abstraite qui refuse la complexité et se fait au détriment du concret, le sensible. À cette époque, les artistes avant-gardistes nous ont fait saisir ce réel, ce nihilisme par l'art abstrait qui est le détachement de toute représentation. Or, le nazisme a mis fin à cette recherche des avant-gardistes par une esthétique hypervisible dans les monuments et les parades militaires. Déconstruire le regard a été l'obsession des avant-gardistes. Déconstruire le sens pour tenter de trouver une certaine vérité quand la question de l'intelligibilité et de la compréhension déroute l'humain. Or, le diktat des nazis a été de formater, d'inculter une vision, un sens, à travers la représentation totalisante du gigantisme des parades militaires. Pour l'homme fasciste, son rapport à la réalité est en prise directe avec les strates les plus profondes d'une psyché sans médiation, où le signifiant femme et le signifiant féminin sont de l'ordre du clivage. Ce signifiant met en place une néo-réalité en opposant la femme blanche et la femme rouge, la pureté et la sexualité. Si le refus du féminin est un acte éminemment politique, il est d'autant plus ici en échec, le politique, par la construction d'une néo-réalité, construction qui interroge un phénomène d'individuation perturbée où domine la difficulté à contenir son propre corps. L'absence d'éléments constituants psychiques fait que l'individu se tourne vers des cultures extérieures et totalisantes. Nous comprenons mieux alors que l'opposition
objectif, subjectif n'a pas lieu d'être. Toutefois, Tevlight avance le concept de symbiose. Symbiose avec le corps de la mère. Il s'appuie sur la théorie de Margaret Mahler, la dyade mère-enfant, à ce stade primitif, individuation, séparation. Les étapes d'individuation vont se succéder pour accéder à la séparation. Or, la séparation peut être plus ou moins bien intégrée, dépendant du maternel et de l'environnement, de la réceptivité de l'enfant et de sa grande sensibilité au traumatisme. Cette part du féminin maternel, sensible, fragile, vient nous interroger dans un au-delà des limites de l'humanité. Il s'agit du monde des sensations, des traces de sensations, des sensations sans pensée, celui de l'équivalence qui n'est pas l'égalité dans le social. Il s'agit de la vitalité du plaisir et de l'apaisement, des tensions par un contact de bout de chair, mode où la différence masculin-féminin, non présente dans la vie fœtale, est portée à la naissance par la vie, par des éléments construisant l'humain vers la socialisation. Ainsi, ce monde de l'originaire, celui de la sensation pure, se différencie-t-il de celui de l'origine qui se situe dans l'amarrage à la mère et au père. Toutefois, ces mondes originaires et origine sont dans l'intersection. Les hommes fascistes, dès 1920, comme ceux du nazisme dès 1930, tels que Tevlight le développe, sont dans un rapport symbiotique au corps de la mère qui éloigne le père. Des fils, rien que des fils. Qu'en est-il alors de la constitution de leur propre jeu? Pour Pierrat Olanier, le jeu historien se met en forme dès l'origine avec le fantasme d'auto-engendrement. Cette première mise en forme est au fondement du socle métaphorique de la subjectivité du sujet, dont l'expérience sensible requiert la présence d'un porte-parole qui transforme la sensation en sentiment. Nous sommes aux limites de la culture et de la barbarie, d'un monde de l'absorption et du rejet. Ici, le fantasme d'auto-engendrement n'a pu être suffisamment intégré dans sa jonction zone-objet complémentaire équivalent de l'amour et de la haine. À ceci s'ajoute que femmes, mères, féminins sont confondus. Ces femmes entretiennent alors un rapport perturbé au féminin, ces hommes, au féminin, que nous retrouverons aujourd'hui chez les hommes dans les groupes extrémistes. Faut-il alors considérer qu'au fondement de la vie psychique, éprouver et être éprouvé se différencie de l'antique, de ce que je vois, en acceptant le comment de la sensation. Selon Jean-François Rey, ce comment, au sens phénoménologique, ouvre sur une fluctuation de la passivité qui nous fait penser en deçà de nos vies actives, en deçà de l'autodétermination. Il faut être là pour accueillir ce qui arrive, ce qui fait appel aux sentiments primordiaux, oser se permettre, se laisser surprendre par une rencontre. Nous savons que la difficulté d'assurer une passivité sécurisante rend problématique le refus du tout féminin. Or, ce refus implique à l'homme et à la femme de séparer le maternel du féminin, car au-delà de ce déjà-là, celui de la pure unité, il incombe à chacun, à l'un et à l'autre, de trouver de l'incorporel et de donner ainsi sa dimension au sexuel. Le roman de science-fiction est dystopique, La Servante écarlate de Margaret Atwood, paru en 1985, suivi d'un film en 1990 et d'une série télévisée qui parut en France en 2017. Ce roman est proche de l'univers de George Orwell, 1984, et n'est pas si éloigné de notre actualité, celle de l'Amérique de Trump, qui menace les libertés civiles, les droits acquis des femmes et nie le réchauffement climatique. Margaret Atwood présente un monde dans un futur indéterminé où le fanatisme, l'intégrisme religieux et la dictature militaire convergent pour mettre sous contrainte les hommes et les femmes qui ont vécu librement, connaissant les plaisirs d'une société démocratique avant la création de l'État de Gilles, une dictature militaire théocratique. Cette république est structurée autour de la maîtrise de la reproduction sexuelle, car la pollution
et les déchets radioactifs contribuent à l'infertilité. Les militaires, hommes sans enfants, sont au pouvoir. Et les femmes dévalorisées jusqu'à l'asservissement sont divisées hiérarchiquement. D'une part, les épouses infertiles des dignitaires, et d'autre part, les femmes s'occupant de la maison, puis les servantes encore fertiles, réduites à la procréation, à un organe, l'utérus. Par un récit glaçant, Margaret Atwood montre l'enfermement d'un régime totalitaire dominé par la peur et la résistance à l'oppression ou la dénonciation de l'obscurantisme par l'intime, le corps, source somatique de la représentation du monde. Margaret Atwood donne à l'héroïne, la servante Offred, le moyen de se définir comme sujet féminin, différente de la mère. Offred va au-delà de la mémoire féminine qui tend à percevoir la femme comme reproductrice, comme l'autre, et même comme continent noir. Dans sa chambre monacale, Offred devient narrateur, en alternant entre le récit de son passé, son enfant, son mari, sa mère, et le vécu actuel. À travers la trame chronologique des événements, elle tente, en s'auto-représentant par un récit, de relativiser et même d'actualité ces multiples potentialités en apparence contradictoires, sans sombrer dans l'absolu féminin, la folie. À tous ces procédés s'y ajoute une esthétique féminine, celle du journal intime. Elle introduit ainsi du jeu, pour reconstruire du signifié et préserver son jeu historien. Son autodétermination et son identité sont profondément attaquées, affaiblies par l'isolement, les menaces et la surveillance sous son œil, c'est-à-dire sous l'œil de Dieu. Car, dans une société despotique, le monde extérieur passe par l'intime. Or, en démocratie, la mise en relation de l'intime et du politique se met en scène dans le social au nom de la liberté et de l'égalité. Et l'art, que peut-il dans le dialogue masculin-féminin, dans ce monde du sensible et celui de l'émotionnel? Il permet de nous le représenter et il prendrait en compte l'irrationnel, nécessaire à la constitution du sujet dans le monde. Jacques Rancière, dans le partage du sensible, démontre une esthétique au sens étymologique à la base du politique, c'est-à-dire la manière de sentir, de voir et de dire en fonction des places et des parts qui se fondent sur un partage des espaces, des temps et leur découpage. En d'autres termes, pourrait-il y avoir un partage entre ceux qui maîtrisent le logo et ceux qui ne le maîtrisent pas? Comment ce tissage émotionnel, où se jouent les rapports fondamentaux qui sous-tendent les catégories de l'action, de la connaissance et de l'être, permettent-elles de repérer ce qui les ordonne hiérarchiquement ou bouleverse cette hiérarchie du fait de leurs différentes postures au regard de l'art? Ces lieux en soi et hors de soi apportent leur soutien à la possibilité même de l'ordre et du désordre, de la soumission ou de l'émancipation. L'esthétique est envisagée en tant que lieu abstrait où se redistribuent, selon Jacques Rancière, je le cite, les rapports entre faire, voir et être, où la ligne de partage, séparant les hommes dits actifs des hommes dits passifs, se trouve en conséquence effacée, où s'ouvre la possibilité d'une humanité sensible, commune dans la pensée, qui fonde les pratiques de l'émancipation. Alors s'ouvrir à un sensible qui circule entre le masculin et le féminin permet d'ouvrir à une clinique qui met en mouvement les potentialités et ne s'enferme pas dans les catégories sans issue, celles des représentations sans signifier, des sensations sans pensée. Sinon, ce serait l'enfer d'un individualisme qui rejetterait la sensation même de l'altérité au profit du pur plaisir. Alors, les sensations livrées à l'univers des passions plus ou moins graves tenteraient d'éliminer toute forme de médiation. Pouvons-nous espérer à l'avenir que le sensible de chacun et que le politique, dans sa force de l'acte, soit mis en relation par le féminin
et non laissée uniquement aux décisions du masculin. Féminin et masculin en dialogue permettront alors le passage de l'entre-soi à l'entre-nous, où hommes et femmes en prennent conscience et luttent pour être simplement humains.